Salut à tous, bienvenue dans le 44e numéro du podcast Hors-Jeu Capital. Très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pendant une heure pour parler du Paris Saint-Germain et de son actualité. Avant de vous présenter le sommaire, on va encore parler de sportifs de terrain puisqu'il y a eu le deuxième match amical hier du Paris Saint-Germain. Vous l'avez vu hier contre Waasland Beveren. Je pense que je prononce bien, mais notre invité va nous le dire. Tout d'abord, donc, je vous présente l'équipe qui est avec moi pour discuter de ce match amical. Mousse, comment ça va Mousse? Salut Hugo, salut Sacha, salut Yacine, ça va bien, merci. Tout va bien. Très Petit heureux de match vous. amical sympathique, Ouais. on va en reparler. Bon, ouais, on va en parler justement. Yass également qui est avec nous. Ça va Yass? Salut à tous, ça va, merci. Et vous? Eh ben écoute, impeccable. Et on est très heureux d'avoir comme invité pour ce 44e numéro du podcast. Il est déjà venu, hein, il était intervenu, mais vous l'avez entendu que par la voix sur le podcast. Il était intervenu pour nous donner des renseignements sur deux, trois petits jeunes qui étaient partis en Belgique. C'est Sacha Tavolieri qui est consultant foot belge pour le groupe RMC et également ambassadeur d'Unibet en Belgique. Comment ça va Sacha? On est très heureux de t'avoir dans le podcast aujourd'hui. Eh ben moi aussi, je suis hyper content d'être avec vous, Hugo, Moussé et Yacine. Très très chouette de revenir sur Paris United, qui est maintenant un média de plus en plus installé. Hein. Vous êtes bien là, vous commencez tout à faire votre truc. C'est chouette, je suis content pour vous. Merci Sacha, le beau gosse dandy de Bruxelles. Ouais, de Bruxelles, surtout que je suis de Liège, donc ça De c'est Liège, pardon. déjà tu vois ta fin, voilà En directement. plus, à chaque fois tu me le dis. J'habite pas à Ouais, Bruxelles, j'habite à Liège. c'est Fais terrible. gaffe, là, t'as failli faire une erreur très 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 forte hein, quand même. Là, tu peux te mettre une partie de la musique cadeau si tu te dis ça, hein. Ouais, Comme si j'avais traité un Lensois de Lillois, quoi. C'est des fautes, des graves erreurs diplomatiques, ça. c'est Depuis le temps qu'on devait t'avoir, Sacha, et puis voilà, on a le plaisir de t'avoir pour une confrontation qu'il y a eu hier entre le Paris Saint-Germain et un club belge, donc, mais qui est relégué en deuxième division belge. Justement, je vais vous parler du sommaire de ce 44e numéro du podcast en première partie. On reviendra donc sur le match hier, à 5 jours après sa large victoire 9-0 contre le Havre. Le Paris Saint-Germain qui disputait son deuxième match amical au Parc des Princes, hein, 4 mois après l'arrêt des compétitions et son dernier match contre Dortmund, sa qualification pour les quarts de finale. Victoire 7-0 du Paris Saint-Germain. On y reviendra en long, en large et en travers. Et en deuxième partie du podcast, on s'intéressera aux déclarations de Meunier cette semaine sur sa fin d'aventure au Paris Saint-Germain et également sur Leonardo. Leonardo qui ne s'est pas manqué de lui répondre. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Et on a beaucoup de choses à dire également sur Leonardo qui a répondu aux déclarations de Thomas Meunier. Je vous le dis donc en première partie du podcast, on va revenir donc sur le match amical remporté par le Paris Saint-Germain hier au Parc des Princes devant 5000 personnes hein, qui étaient autorisées à venir, notamment des membres du collectif Ultra Paris. Victoire 7-0, donc le PSG qui s'est de nouveau baladé. Pour les buteurs, le pauvre Alexander Vukotic qui a marqué un CSC sur un centre d'Mbappé, qui s'est fait expulser d'ailleurs plus tard. Neymar qui a marqué sur penalty à la 28e. Icardi qui a marqué ensuite sur une combinaison avec Neymar sur penalty toujours. Mbappé, Choupo-Moting pour un magnifique doublé. Et enfin, Loïc Mbesso qui a terminé de conclure ce match amical. Donc ce match amical qui était dans un format de 4 mi-temps de 30 minutes, hein, qui était voulu par le Paris Saint-Germain pour retrouver un peu le rythme des compétitions et avoir le temps de faire jouer un peu tout le monde. Le 11 qui a débuté, a priori, ça devrait être le 11 qui va débuter sûrement pour les finales. Bon, après, Thomas Tuchel teste un peu plusieurs charnières, mais je vous donne le 11. C'était Keylor Navas au goal, évidemment. Thilo Kehrer à droite, une nouvelle fois. Thiago Silva, Marquinhos. Donc Thiago Silva qui a remplacé Kimpembe par rapport au match amical contre le Havre. Michel Baker, hein, qui continue de jouer titulaire au poste d'arrière gauche. Une paire Verratti-Gay en milieu, avec accompagné Neymar, Di Maria, et enfin en attaque, toujours dans son 4-4-2, Mbappé et Icardi. Mousse, pour ce deuxième match amical du Paris Saint-Germain, les Parisiens ont confirmé leur bonne forme physique et leur détermination offensive. Hein, beaucoup de séquences de jeu intéressantes, 7 buts marqués, 0 encaissé, pas de blessés. Bon voilà, le Paris Saint-Germain continue à monter en puissance. Ouais, même s'il y a une différence quand même entre la première équipe donc, qui a fait 60 minutes et la seconde, je trouve que la première, alors les premières minutes, j'étais plutôt rassuré sur le premier quart d'heure. Bon, après, il y avait une nette domination des Parisiens sur la faible équipe belge. Ah, du coup, en fait, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est très, très difficile, quand il n'y a pas d'opposition en face, de tirer des enseignements parce que sur les phases offensives, on avait bien compris que Paris, on l'avait déjà vu face au Havre, même si ça reste une petite équipe, et on était censé monter un peu en puissance avec cette équipe de première division belge, même si Sacha, je crois qu'il descend de... Je sais qu'il y a un Lamborghini, on en parlait en off juste avant, mais
mais elle est censée descendre, cette équipe belge. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était très, très difficile de tirer des enseignements, encore une fois. Et ce que j'ai remarqué, c'est-à-dire que la première demi-heure, ça allait encore. Et là, je parle vraiment de la première équipe, hein, donc l'équipe censée des titulaires. Par contre, la deuxième demi-heure, j'ai trouvé qu'il y avait un relâchement. Alors, c'était peut-être dû à la faible opposition. Peut-être qu'ils se sont dit, ça sert à rien qu'on mette de l'intensité, parce que de toute façon, en face, il n'y a personne. Mais c'est vrai que le dernier quart d'heure de la deuxième demi-heure, j'ai trouvé les Parisiens, voilà, ils marchaient. L'impression que pour eux, c'était plié. La deuxième mi-temps, alors, la deuxième mi-temps sur la dernière demi-heure, j'ai trouvé qu'on s'emmerdait à mourir parce qu'ils ils ont fait une gestion. Et d'ailleurs, on reparlera de Caius Ruiz tout à l'heure, mais voilà, il est intéressant sur ses touchés de balle, etc. Sauf qu'il a pris aucun risque et on a vraiment l'impression qu'il n'a pas voulu faire d'erreur et qu'en fait, il jouait très très simple. Donc voilà, globalement, c'est bien pour le PSG. Tu mets 7 buts, tu n'en encaisses pas. Mais je ne sais pas si ça a fait avancer le Schmidt-Bic, vraiment. Sacha, toi, tu connais en plus les adversaires du Paris Saint-Germain qu'il y avait hier. Ils ont terminé dernier du PR League, Ouais. Waston Beverly. Comment tu juges, toi, l'opposition, justement, par rapport à, je sais pas si tu avais vu le match contre Le Havre. Est-ce que tu as trouvé que c'était plus faible que Le Havre ou équivalent? Non, mais je pense que c'est déjà, premièrement, c'est deux équipes différentes. Pourquoi le score est plus important dans ma première analyse sur le match justement face au Havre? Parce que le Havre a tenté des choses, avait justement des joueurs qui techniquement laissaient beaucoup plus d'espace aussi entre les lignes, etc. Ce qui a permis au Paris Saint-Germain de développer un football encore plus énergique, encore plus offensif et qui a laissé encore plus d'espace. Toute l'idée de Waslan Beveren dans ce match, et dès qu'ils ont commencé, c'était d'essayer d'en prendre le moins possible. On l'a vu, on l'a senti. Directement, le bloc bas était extrêmement resserré. Les défenseurs centraux essayaient à chaque fois de couper les lignes de passe comme ils le pouvaient. Il y avait très clairement, je pense, un one-to-one entre Neymar et Maximiliano Cofrier qui était dans la tactique à un moment donné un petit peu prévu parce que tu voyais que Maximiliano Cofrier dans le match, donc le défenseur central ouaslandien, le capitaine, dézonait complètement à chaque fois que Neymar partait. Et l'objectif, c'était à chaque fois d'aller le chercher. Il l'a bousculé à plusieurs reprises. Je pense qu'il a fait ce qu'il pouvait. C'est un bon défenseur. Je pense que c'est le meilleur joueur, honnêtement, de cette équipe. Après, on est quand même face à une équipe de Waslan qui est quand même très, 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 très faible, la plus faible du championnat de Belgique l'an dernier. Ils ne sont pas relégués pour rien. Bon, si tu en parlais, c'est un petit point de détail, mais bon, ils sont officiellement, en tout cas, ils vont l'être relégués. Ils ont effectivement fait appel auprès de la Cour belge d'arbitrage du sport qui a considéré la décision de la Ligue de football professionnel suite au coronavirus de les faire justement descendre non avenu et nul. Donc du coup, on doit revoter, mais logiquement, il n'y a pas vraiment de crainte sur que cela ne descendra. Et puis sportivement, il faut dire la vérité, c'est l'équipe la moins forte. Alors là où on a été, pour moi, je pense, assez surpris, c'est que sur les 15 premières minutes, ils ont tenu le coup. On sentait que sur les accélérations des Mbappé, par rapport au Havre, où c'est rapidement, ils ont pris l'eau rapidement, le Havre, j'ai trouvé que moi, en tout cas, dans les 30 premières minutes, les joueurs de Wasson Beveren avaient été plutôt sérieux et qu'ils avaient un modèle certes plus défensif que le Havre, mais que ça a essayé, voilà, on a vu qu'il y avait même on va dire un focus sur Neymar avec un joueur toujours sur lui pour pour pas le laisser se retourner. D'ailleurs, qui a eu un peu d'agressivité, on va dire, un peu négatif parce qu'à un moment il y a eu quelques tensions pendant le match, mais c'est vrai que t'as raison, Sacha, un autre style de jeu un peu plus défensif, mais voilà pour contre-attaquer. Non, bien sûr, bien sûr. Et puis, il faut savoir aussi, puisque c'est des infos peut-être que vous n'avez pas, mais il y a un joueur titulaire hier, c'est très marrant, qui est encore en test, en essai au sein de Waslan. C'est le petit Alessandro Albanese, qui est un gamin qui n'a pas terminé sa post-formation, qui vient des moins de 19 de l'Eintracht Frankfurt. Mais il est intéressant ce petit joueur, hein. Moi je l'ai trouvé plutôt. Ouais. Face à une équipe comme Paris, c'est pas dégonflé quand même, hein. Il a pas réussi tout ce qu'il voulait, mais Mais il a tenté des choses, tu vois, on l'orientait en mouvement à un moment donné sur le dégagement de Lucas Pirard, le gardien waslandéen. Il a tenté, il a essayé quand même. Il est complètement largué sur les dribbles d'Mbappé défensivement, mais tu sens qu'il y a quand même de l'envie. Non, il a montré vraiment des choses pas mal. Et puis de sources sûres, je sais qu'ils ont rendez-vous lundi pour signer officiellement le contrat. Donc voilà, c'est un joueur qui, à mon avis, a su confirmer les promesses qu'il y avait en lui et voilà, qui a été très intéressant. Après, pour le reste,
Et c'est le gros problème de Waasland, et ça l'a été toute la saison dernière, les amis, c'est qu'offensivement, c'est complètement rien, c'est nul. Il n'y a eu aucune offensive, aucune tentative, mis à part ce petit jeune qui a quand même essayé de se démarquer. Voilà, c'était très très faible, quoi, vraiment. Le milieu, le numéro 8 de Waasland a essayé à un moment donné des tirs, etc., tant bien que mal. Mais on sentait qu'effectivement, ils étaient là beaucoup plus pour le prestige et le gala qu'autre chose, quoi. C'est ça. Yacine, c'est vrai que, voilà, comme le dit Sacha, on l'a vu, les joueurs étaient très heureux. D'ailleurs, on a même vu, ils ont fait des photos en début de match avec les joueurs parisiens. C'était un événement pour eux. Ouais. C'était plus, on va dire, pour le Paris Saint-Germain, Yacine, un profil de match où il fallait trouver des espaces dans une défense regroupée. Et ça aidera aussi pour la suite des matchs que Paris reste à jouer. Ouais, alors déjà, moi j'avais une question pour Sacha, parce que je crois que Waasland, c'est pas forcément le système qu'ils utilisent d'habitude, de jouer à 5 derrière. Et en fait, je me suis demandé à un moment donné si c'était pas une demande du PSG. Parce que là, Atalanta joue beaucoup à 3 derrière et tout. Et je parle dans le système, hein, ils savent très bien que c'est pas la même qualité de jeu, etc. Mais quand tu as une défense à 5, c'est quand même très différent d'une défense à 4. Ouais. Je me suis demandé à un moment donné si c'était pas un arrangement entre les deux clubs pour dire, voilà, pour utiliser la largeur et tout. Ouais. Euh, Alors, c'est très malin, Yacine, parce que tu touches un point sensible que j'allais de toute façon évoquer et qui sera une info par United. Il y a effectivement des discussions entre les propriétaires du Paris Saint-Germain et Waasland Beveren quant à un possible rachat du club. Donc, peut-être que ce match amical est un premier prémisse aux futures discussions. Je ne dis pas qu'ils vont racheter directement le club, c'est pas ça que je suis en train d'expliquer. C'est juste que le club de Waasland et son actionnaire majoritaire, M. Olivier Swolf, ont très clairement fait savoir qu'ils étaient ouverts à une vente. Et il y a eu, selon mes informations, des discussions effectivement en ce sens. Et le match amical pourrait être un premier pas vers justement une collaboration possible. Donc, cette idée de jouer à 5 pour effectivement préparer un match qui sera un match extrêmement important pour le Paris Saint-Germain face à l'Atalanta, ça me semble pas quelque chose de saugrenu et je pense que ça tient même la route au regard de cette info, quoi. Ça pourrait être un club satellite. Enfin, vas-y, c'était juste une question. Ça Ouais. pourrait être un club satellite comme le Cercle Bruges pour Monaco, quoi, en gros. Oui, c'est ça, exactement. On se rappelle quand même qu'à l'époque d'Antero Henrique, ils avaient quand même tenté tant bien que mal, d'abord avec le Moucron de Pinizahavi et ensuite l'Antwerp de Lucien Donofrio, de trouver un accord. Donc, le Paris Saint-Germain et ses propriétaires ont toujours souhaité avoir un œil sur la Belgique parce qu'ils en ont eu des excellents retours, notamment avec le travail qui a été effectué par l'Académie Aspire à l'époque et même toujours maintenant au CAS Eupen. Donc, ils savent la possibilité de faire grandir des jeunes joueurs au sein de. L'idée, elle n'est pas saugrenue, en effet, parce que, comme l'a rappelé Sacha, évidemment, quand ils étaient très très chauds à l'idée d'avoir un club satellite, ils ont vraiment regardé du côté de la Belgique, aussi un peu des Pays-Bas. Il y a eu quelques recherches en Espagne, en deuxième division, au Portugal aussi. Donc, ouais, c'est pas du tout saugrenu, évidemment. Bon, en tout cas, merci Sacha pour l'info, hein. Très bonne info qu'on développera évidemment et puis dont on parlera quand on teasera le podcast parce que c'est une info quand même intéressante pour ceux qui s'intéressent à l'actualité du Paris Saint-Germain. Et je pense que la présence de Jean-Claude Blanc et Nasser Al-Khelaifi n'est peut-être pas pour rien, en tout cas peut-être dans les traces. Voilà, tu vois, l'un dans l'autre, les choses commencent à se Oui. lier. Sacha, toujours très bien renseigné, Sacha. Très bien renseigné, le Sacha. C'est pour ça qu'il est dans le podcast aujourd'hui, hein. Et puis Ouais, Sacha, on se connaît depuis longue date, on se connaît depuis un moment. Donc, je peux vous dire que Sacha, niveau info, c'est quand même béton. Yacine, je te redonne la main. Ouais, donc en fait, pour moi, en fait, le match, en fait, j'en attendais rien parce qu'en fait, j'avais déjà expliqué dans plusieurs papiers qu'on a fait sur la préparation. La préparation, dans une préparation, il y a toujours des phases. Et en fait, au bout de 3 semaines, on rentre dans une phase de dur, ce qu'on appelle dans le dur, où les joueurs ont un peu moins de jambes, où on est un peu plus fatigué et où il va y avoir, on estime en gros entre 10 et 15 jours. Les joueurs sont dans le dur et ils vont ressortir de là. Là, ils sont dedans. En fait, ce qu'il fallait, pourquoi l'idée de 4 fois 30, c'était intéressant? Parce qu'il fallait courir 1 heure. En fait, le but, c'était pas de dire on va jouer 2 heures contre une équipe, c'était de dire il faut que les cadres, en tout cas, ils aient 1 heure de jeu, courir, avoir une adversité un peu plus qu'une opposition à l'entraînement, etc. Donc, en fait, j'en attendais rien et je l'ai vu parce que c'est vrai que sur les 10-15 premières minutes, on a senti un PSG en mouvement et tout, mais rapidement, ils sont tombés et c'est logique, en fait. C'est juste la période normale d'une préparation. Ce qu'il fallait, c'était faire les efforts. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pourquoi la dernière demi-heure, elle a été bizarre, c'est qu'il y a eu un peu de tension, c'est monté d'un coup, notamment avec le joueur au milieu de terrain qui a commencé à mettre des coups. Et en fait, les Parisiens ont répondu et du coup, on a oublié de jouer.
On a oublié de courir et en fait, on est tombé dans un match où c'était de la réponse, ça chambrait. Et finalement, ce qui devait être au départ l'intérêt du match, à savoir travailler athlétiquement, en fait, on n'est même plus rentré là-dedans. Et c'est pour ça que moi, j'ai trouvé que la deuxième équipe était plus intéressante parce que comme elle n'était pas dans ce truc-là, puisque les deux équipes ont changé, elle a été plus intéressante collectivement. Encore une fois, sûrement parce que j'en attendais moins. Je dis pas que la première équipe a été plus mauvaise que la deuxième. C'est que j'en attendais moins et j'ai trouvé que dans les échanges, c'était plus simple. On a plus joué au foot, on a échangé Paredes, Herrera. Et tu sais, Yacine, il faudrait voir, je te coupe 2 secondes. C'est vrai, j'ai oublié de demander à Hugo, mais on aurait dû voir le nombre de passes en deuxième mi-temps. Ouais, Enfin, je veux dire, les premières 60 minutes et les deuxièmes. Et hier, je me disais, je suis sûr que la deuxième partie avec le deuxième collectif, on peut peut-être passer du simple au double, tellement il y a eu des ouais, redoublements de passes, surtout dans la dernière demi-heure. voilà, voilà. Du coup, je n'ai pas l'info, mais ça serait intéressant de regarder effectivement pour après l'émission. Et c'est pour ça que je disais que j'avais trouvé la deuxième équipe plus intéressante parce que j'ai trouvé qu'elle était plus dans ce qu'on attendait d'un match comme ça, dans je donne, je bouge, je me mets en mouvement, je continue à travailler, mais en même temps, je joue simple. Je joue pas pour moi, je joue pas pour chambrer, etc. Voilà pourquoi je disais que la deuxième équipe, pour moi, elle a été plus intéressante sur ce match. Après, malgré tout, je trouve qu'il y a quand même un joueur qui a. Alors, je parle pas par rapport à ses buts, mais Choupo. J'ai eu l'impression de voir un joueur, et je l'ai écrit dans le papier, un peu bonus. Finalement, je ne devais pas être là. Il y a un Je suis problème de là. son, Yacine. Yacine, il y a un petit problème de son quand tu parles. Ça grésille un peu. Ça grille un peu. Ah, Alors, ouais. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. ouais, je vais donner la parole. Je vais revenir vers toi, Mousse, pour développer. Bah, vous voulez parler de Choupo-Moting, on peut parler de cas individuels, évidemment, avec Choupo-Moting qui a joué donc à partir de la deuxième, du troisième quart-temps, on va dire, qui a mis 2 buts magnifiques, hein. Le premier sur un magnifique contrôle orienté, double contact et puis frappe enroulée sur le gardien. Et le deuxième sur un centre de Draxler, une demi-volée un peu tapée au sol qui rentre dans le but, termine au fond des filets. C'est vrai qu'il a été intéressant dans ses appels et dans ses choix. Et puis surtout, dans sa technique. On dit souvent, on se moque un peu de Choupo-Moting en disant que ce n'est pas un joueur technique. En tout cas, hier, sur les 2 gestes qu'il réalise, c'est du haut niveau, Mousse. Ouais, très haut niveau. Il faut rappeler qu'il a très très peu joué, même avant l'arrêt du championnat. Il avait un peu disparu des radars. Évidemment que c'est un super joueur et un joueur très technique. Ah, quand ici au PSG, on avait interviewé le CM du compte de Schalke. Ouais, j'avais fait le portrait de C'est toi, Choupo-Moting. hein, Hugo. Ouais, Ouais, ouais. ouais. J'avais même interviewé Richard Naha, qui est un journaliste qui suit le Mm. foot camerounais et qui m'avait parlé en plus grand bien en me disant vous verrez que Choupo-Moting est capable de sortir quelques gestes techniques assez intéressants. Ouais, évidemment. De toute façon, il l'avait déjà prouvé même lors de sa première saison. Il a mis des jolis buts. Je pense qu'il est très très motivé à l'idée de finir cette saison avec le PSG. Et pourquoi pas essayer aussi de se montrer pour, comme Kurzawa, pourquoi pas essayer de gratter peut-être un an ou 2 ans de contrat supplémentaire, hein. Je pense que c'est quand même un joueur qui peut rendre des services. Et au-delà de ça, je voulais juste apporter un truc supplémentaire sur ce que disait Yacine sur la deuxième équipe. Je suis d'accord avec lui. Il y a eu plus d'enseignements sur le deuxième groupe, donc la deuxième heure. On l'a vu d'ailleurs sur les phases offensives. Ils attaquaient ensemble. Parfois, ils étaient plusieurs aux abords des 16 mètres, ce qui était moins le cas avec les autres. Icardi, il a très très peu participé au jeu en première mi-temps. On parlera un peu d'Icardi, ouais. On fera un Ouais, focus il, sur il Icardi. se contentait de rester devant. Moi, j'ai trouvé Neymar très en jambes malgré tout, même si après, il y a eu son côté chambrage à partir du moment où il s'est mangé quelques taquets, mais on connaît Neymar, hein, il ne peut pas s'en empêcher. Dès qu'un mec le cherche, bah, il finit par le trouver. Donc voilà, mais sinon, globalement, euh, peu d'enseignements à tirer. On attend vraiment une opposition réelle mardi face au Celtic, où là, je pense que si les mecs ont la même attitude en première mi-temps, ça va être compliqué. Enfin, Sacha, compliqué dans le sens où, pour la préparation, ça ne sera pas génial, quoi. Il faut vraiment se mettre dedans et prendre ça comme un match quasiment officiel. Sacha, tu fais un peu le même constat, toi, sur le match? Peu d'enseignements à tirer? Ouais, mais en fait, j'ai plutôt eu d'abord l'occasion de constater que Neymar, Mbappé, Icardi, ils étaient venus vraiment pour s'amuser, à l'image du deuxième penalty où en réalité, bah voilà, ils sont à l'entraînement, quoi. Ils tentent des choses qu'ils tenteraient jamais dans les matchs officiels.
cette espèce de petite passe. Ce qu'ont fait Ramos et Benzema la veille pour le sacre du Real, la combinaison. Ça n'a pas marché d'ailleurs, parce que Benzema est rentré trop vite dans la surface. Ouais, moi, je trouve qu'Icardi, il a bien joué le coup, parce qu'il est vraiment rentré au dernier moment. Lui, c'était plus dur pour Icardi. Et en plus, il double 2 défenseurs pour quand même la mettre. Ouais, mais c'est un joli but. Juste si je peux. Sur le penalty, pourquoi? Parce qu'en fait, si vous regardez bien, Icardi, il part de plus loin et il démarre en même temps que la course de Neymar. Ouais. Et en fait, ça, c'est la vraie tactique. C'est-à-dire que quand tu fais un truc comme ça, il ne faut pas démarrer à la limite au dernier moment. Il fallait prendre de l'élan et en fait arriver lancer avec lui. Et c'est ce qu'il fait. On le voit derrière, il se parle à un moment donné. Oui, tout à fait. Ouais, absolument. Mais c'est génial, hein. C'est prodigieux. Et alors, c'était assez étonnant ces moments de tension dont tu as parlé, Yacine, parce qu'en début justement au début du match, avec notamment le premier penalty, il y a des échanges de sourires, il y a de la douceur, c'est sympa en fait, même si au final Lucas Pirar, le gardien de Waasland Beveren, regarde Neymar en disant mais t'es vraiment incorrigible quoi. Moi je te dis, il lui met sa main, tu vois, vraiment pour dire mais va à gauche, va à gauche. Il part à droite. Tire à droite, et il le tire, il le met sur sa droite. Moi, je trouvais que c'était un moment sympa, en fait, entre les gardiens. Ouais, c'était sympa. Ils serrent la main, les deux. Donc, Mais c'est ça, exactement. Donc, c'était hyper sympa. Et puis après, derrière, bon, ça s'est un peu tendu pour rien. C'était un peu dommage parce que justement, il y a eu deux vies, en fait, dans ce match, deux parties, deux atmosphères complètement différentes. Mais ça avait plutôt bien démarré. Après, si je dois faire une analyse par rapport à Choupo-Moting, c'est quand même très étonnant ce qui s'est passé avec Kurzawa au niveau de la prolongation, parce que tu vois, tu faisais un parallèle notamment avec l'international français. Il avait quand même signé avec Sports Invest UK qui a Jean Rapchian en janvier pour pouvoir tout faire pour aller à Arsenal, pour partir en Angleterre, etc. Et puis là derrière, il se rend compte qu'en fait l'Angleterre ne le veut pas. Et il va prolonger. Donc, pour Choupo-Moting, je ne pense pas que ce sera le même cas de figure. Donc, difficile d'imaginer une prolongation. Mais bon, c'est une question d'âge aussi, Sacha, oui. Parce que Choupo a dépassé la trentaine, tu vois. Donc, Bien sûr. Et puis, de toute façon, tu sais très bien que c'était un choix de Thomas Tuchel. Et je ne sais pas si Thomas Tuchel sera là dans la saison prochaine au sein du Paris Saint-Germain. Donc, ça va remettre également pas mal de choses en contexte. Mais ce qui est pour moi hyper intéressant dans ce genre de match, c'est l'analyse des jeunes, en fait. Tu vois, l'analyse des jeunes joueurs, tu peux être Kais Ruiz, etc. Découvrir des jeunes talents et voir ce qu'ils sont capables de faire sur des rencontres comme ça, c'est une manière aussi de pouvoir se projeter pour les supporters du Paris Saint-Germain et les dirigeants sur, en fait, on n'est pas forcément obligé d'aller recruter quelqu'un s'il y a quelqu'un qui part, on n'est pas forcément obligé de… Voilà, il y a eu une bonne nouvelle avec la prolongation là, du défenseur de 15 ans, Chiaboulou, c'est possible? Ouais, très difficile à. Ouais. Celui qui est grand, qui fait 1m80, il a 15 ans, il fait 1m95 ou 90, il me semble. Oui, je vois de qui tu parles. Voilà, c'est ça exactement. Tu vois, cette force de la nature. Voilà, je pense que le Paris Saint-Germain aurait justement intérêt à continuer à lancer ces jeunes dans ce genre de match pour leur permettre d'engranger un maximum de minutes plutôt que de jouer avec le feu, avec des Neymar, des Mbappé, etc., qui vont quand même malheureusement, qu'on le veuille ou non, c'est des joueurs fragiles, surtout Neymar, et ce serait prendre un risque incroyable que de le faire jouer dans des matchs amicaux comme ça, alors qu'en réalité, ce serait bien plus intéressant de voir des petits jeunes, pour ceux qui ne les connaissent pas, comme moi, par exemple. Tu vois. Ouais, après, moi, je serais d'accord. Ouais, il n'y a que 3 matchs amicaux quand même avant le final de Coupe nationale et avec des champions. Donc, si tu ne les fais pas jouer maintenant, Mbappé et Neymar, tu les fais jouer quand quoi? C'est ça la question. En fait, Sacha, s'il n'y avait pas la Ligue des Champions à finir, je serais d'accord avec toi. Ça serait une pré-saison normale, tu sais, une préparation, évidemment. Tu as tout à fait raison. Mais sauf que là, il y a quand même il y a 2 finales de coupe, donc des matchs avec un trophée au bout, plus le quart de finale contre Bergame. On a déjà débriefé plusieurs fois Bergame, on sait quelle équipe c'est. Donc après, comment ils gèrent, c'est-à-dire faire d'abord jouer les titulaires au début et ensuite intégrer un peu les jeunes, faire un mix. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, Mbesso, hier, il a été très intéressant. Je trouve que, parce que le pauvre, l'année dernière, on l'avait fait jouer latéral droit, il était passé complètement au travers. Après, il avait disparu un peu des radars. Il n'a pas eu grand-chose à faire. Ouais, mais quand tu n'as pas grand-chose à faire et que tu le fais bien, il faut quand même le souligner. Et moi, je trouve qu'il a quand même été, il a montré quand même des choses intéressantes. Je suis d'accord avec toi, Hugo. Attention, pas de conclusion à tirer sur ça, mais il n'a pas fait de bavure, il était plutôt bien placé. Pour l'instant, ça va. Ouais, Arnaud, Yacine, il y avait aussi, Sacha en parlait, mais on avait parlé déjà du match contre le Havre, notamment des entrées de Arnaud Kalimuendo, qui est, on va dire, le joueur à suivre
au poste de numéro 9 au Paris Saint-Germain dans les jeunes. Et puis Timothée Pembele qui est rentré. Donc lui, il est rentré que 20 minutes dans le dernier quart-temps. Tu les as trouvés comment par rapport au match du Havre où on avait vu plutôt Kalimundo assez intéressant. Là aussi, sa rentrée a été intéressante. Il a essayé de dézonner, de Il y a venir. un poteau, je crois, d'ailleurs. Ouais, il Comment? tire sur le poteau. Ouais. Il tire sur le poteau. Ouais. Tiens, un poteau. Ouais. Comment tu l'as trouvé, Yacine? Bah, moi, je les ai trouvés intéressants. De toute façon, tu vois bien la différence entre ceux qui sont installés et ceux qui doivent montrer parce qu'ils étaient beaucoup plus concentrés, plus concernés, même plus combatifs. Tu peux tu peux englober avec Kyle Ruiz en même temps, hein, Ouais. beaucoup de critiques sur lui, notamment sur le fait qu'il voulait pas se montrer, qu'il avait été un peu pas nonchalant, mais voilà qu'il n'avait pas fait ce qu'il fallait pour se montrer. Alors moi je trouve ça un peu dur, mais Disons qu'il n'a pas pris de risque, quoi. voilà, Voilà. Après, encore une fois, s'il avait dribblé, on aurait dit il est arrivé, il se la raconte, il veut dribbler tout le monde. Là, il joue simple, on te dit il a rien montré. Bon, tu connais le football, hein, voilà, chaque match, ils vont toujours trouver un truc à dire. Moi, j'ai trouvé qu'il était intéressant, qu'il n'a pas perdu beaucoup de ballons, qu'il a joué simple en donnant et en bougeant, en proposant des solutions. Et même au fur et à mesure de ce quatrième quart-temps, je l'ai trouvé même de mieux en mieux. Il est venu se recentrer à l'intérieur, il est venu échanger. Voilà, moi, je les ai trouvés intéressants. Comme l'a dit Mousse, Mbesso, c'était bien parce que on l'a fracassé l'année dernière et il a disparu très vite dans une équipe qui n'avait pas tourné ce jour-là. Mais c'est vrai que c'était lui le symbole parce que jeune, parce que voilà. Là, il a fait 2 matchs intéressants. Kalimundo, il est bon dans les déplacements. Je pense aussi que pour moi, il y a un joueur. Alors, encore une fois, il n'y a pas d'enseignement à tirer, mais il y a un joueur, encore une fois, hier, moi, qui m'a fait plaisir, c'est Paredes. Voilà. Les passes qu'il a trouvées. Bah, heureusement qu'il n'était pas là en première. Hein. C'est Il y clair. aurait eu des bagarres générales. L'agressivité. Ah, mais tu vois, ça c'est un joueur qui fait du bien. Tu vois, tu vas en Bien avoir sûr, besoin. bien sûr. Bien Le sûr. Paris Saint-Germain a bien souvent manqué de ce type Mais de. je veux dire, tu sais, quand il y a eu un moment de tension en première mi-temps entre Neymar et Il était quelques là. joueurs belges, Ah, crois-moi, tu sais, à un moment, c'est Verratti qui va chauffer un peu et Ouais. tout. Si c'était Paredes à la place, lui, il aurait mis les mains, les pieds, tu vois. Et, Ouais, bien sûr. et Paredes, il a mis 2-3 tacles pareils dans la récup. Et moi, j'ai un problème, encore une fois, c'est que Tourelle, il lui a fait la remarque, ça a été dit pendant le match, sur la frappe qui tente. Et j'ai l'impression que, comme avec Meunier à l'époque, Tourelle, il a quand même un problème avec ce joueur. Et j'ai un deuxième truc, c'est que pourquoi il ne veut pas l'essayer avec Verratti? C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais joué ensemble toute la saison. Là, ils tentent des paires, puisque là, il y a eu Verratti Gay, Paredes Herrera, et il ne veut pas l'essayer avec Verratti. Et, Il reste des matchs, Yacine. Hein. oui, Peut-être celui il de en reste qu'un. Marseille, on ne sait pas. Ouais, Ouais. après, il y a les finales aussi. Oui. Donc, Il me semble qu'il y aura un match Verratti, amical hein, après les finales. Hein. C'est ce qui se disait hier sur ouais, ils Bein. veulent faire un match après. Peut-être avec Poissy, peut-être le Parce club il reste 2 semaines, enfin de 12 Fournier. jours Ouais. à la finale. Et... Ce qui peut peut-être se dire, Yacine, pour moi, Thomas Tuchel, après c'est une interprétation personnelle évidemment, c'est que au vu du caractère très très chaud des deux joueurs, ils peuvent justement se laisser avoir par leur fougue, leur feu et justement ce côté justement grinta et délaisser les consignes et le côté rigueur qui a été installé par Thomas Tuchel. Et je sais que ça, bon, il en a absolument horreur, quoi. Le fait de ne pas respecter ce qu'on lui dit, ce que lui dit à la lettre, c'est quelque chose qui le met hors de lui. C'est une des raisons pour lesquelles, notamment, Paredes a été en conflit avec lui. Il se permettait certaines libertés, ce qui justement ne plaisait pas du tout à Thomas Tuchel. Donc, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on ne les verra jamais tous les deux, parce que tous les deux ensemble, c'est deux monstres, c'est des petits monstres. Donc, je trouve ça dommage parce que dans la qualité de passe, là, tu as quand même 2 joueurs pour sortir le ballon on est d'accord, évidemment. Mais Paredes, en plus, il a vraiment alterné jeu long, jeu court, toujours entre les lignes. comme on aime, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On peut parler, avant de passer à deux sujets, on a deux quand même sujets sympas. Enfin, c'est deux sujets. L'entente comme Neymar et Mbappé qu'on a retrouvé, hein, ça c'est comme le vélo, ça se perd pas. Malgré les 3 mois et demi, 4 mois sans compétition et le confinement, on a vu que les deux joueurs, Mood, se cherchaient beaucoup et se trouvaient très souvent, quoi. On sait souvent, que ce soit la petite talonnade d'Mbappé qui remet sur Neymar, etc. On voit que les deux joueurs, voilà, ils n'ont pas perdu leur automatisme. Ouais, mais il faut que. Ça, je suis d'accord et on est tous contents. Et effectivement, quand ils jouent tous les deux, c'est toujours. C'est un jeu léché, c'est agréable à regarder. Mais sauf que parfois, on a l'impression qu'ils le font strictement, enfin uniquement pour s'amuser et peut-être pas pour aller marquer le but ou bien essayer de faire gagner leur équipe. Je dis pas que c'est tout le temps le cas, hein. Mais voilà, comme je l'avais dit, par exemple, la deuxième demi-heure, c'était quand même ça. C'était bon, en face, il n'y a rien. On va essayer de se faire plaisir. Et on l'a vu plusieurs fois. Et quand il y avait pas de perte de balle, ils se regardaient tous les deux, ils souriaient.
tu vois, ils n'allaient pas forcément tu vois, faire le repli pour essayer de récupérer le ballon. Donc ça Ouais, reste un match amical, ça va, tu vois. On va c'est pas non ça, plus. tu vois. C'est le fait de se dire à chaque fois, on sait qu'on est au-dessus, Ah on est voilà, c'est supérieur, un peu le danger, ouais. et voilà. Et c'est parfois il y a Alors qu'ils certaines- devraient en profiter pour même mettre 22 buts, on s'en fout, tu vois. Mais joue sérieusement. Au Ouais. Havre, ils ont respecté le Havre jusqu'au bout. Vraiment, ils ont respecté le Havre. Aujourd'hui, j'ai l'impression que, enfin, hier plutôt, hein, j'ai l'impression que une fois qu'ils avaient jaugé l'équipe, après le premier quart d'heure, ils se sont dit, bon, voilà, il n'y a pas d'opposition, on va tenter des trucs. Mais c'est propre au Paris Saint-Germain, excuse-moi, je te coupe, Vas-y. d'être totalement dans cette ambivalence-là, parce que derrière, dans des matchs de Ligue des Champions hyper importants, ce qu'on a souvent constaté, c'est un complexe d'infériorité. Et ensuite, dans des matchs où ils sont sûrs d'être beaucoup plus forts et qui sont arrivés comme les vrais favoris de la rencontre, ben là, c'est un complexe de supériorité. Donc, ils sont, entre guillemets, beaucoup plus forts que les autres et ils veulent le montrer. Donc c'est très marrant en même temps de voir comment la façon de penser de l'équipe généralement et surtout des titulaires peut orienter aussi leur manière de jouer sur le terrain, quoi. C'est vrai que Yacine, on l'a vu, le Paris Saint-Germain était un peu plus maladroit hier devant le but, un peu moins clinique, peut-être voilà, un peu moins concentré peut-être au fur et à mesure du match, contrairement à Le Havre, où ils avaient été concentrés quand même pendant 90 minutes, à l'image de Mauro Icardi qui en loupe deux sympas juste avant les deux pénaux de Neymar, hein. La première, j'imagine que vous vous rappelez, où il la met sur le poteau et après le défenseur accroche Neymar, et puis la deuxième, où il y a une superbe passe en profondeur de Neymar pour Di Maria qui la remet à Icardi dans le but vide et c'est le défenseur, c'est le défenseur qui met le but, c'est ça, Vukovic, hein, qui, Ouais. Il met la main, pardon, Vukotic, Vukotic. excuse-moi, Vukotic, enfin, il arrête du bras, qui, quoi. qui fait l'arrêt de la main. Donc c'est vrai qu'Yacine, ils ont été un peu moins concentrés que le match contre Le Havre. Bah, en fait, moi, l'attitude d'Icardi, elle m'a paru bizarre sur les deux actions. C'est-à-dire que la première, j'ai l'impression qu'il veut pas mettre, en gros, pas un but facile. Donc, il ouvre vraiment son pied pour trouver le petit filet et finalement, bah, il rate puisqu'il touche le poteau. Et sur la deuxième, je sais, en fait, je le trouve très bizarre parce que sur la première passe, il doit tirer. Et en fait, il fait un contrôle. Et après, en plus, il choisit la frappe en force alors qu'il a même pas un gardien devant lui, il a un joueur. Et en fait, pour moi, c'est la conséquence de la première. C'est-à-dire qu'en temps normal, Icardi, on le sait quand même, enfin, devant le but, c'est quand même. Ah, il est chirurgical, lui, Ah. normalement, hein, Et en fait, il a voulu l'assurer, du coup, il s'est encore trompé. Euh, c'est pas grave, mais malgré tout, je trouve que c'est pas anodin en fait, dans tout ce qui est ressorti de ce match, dans la concentration, dans l'efficacité, voilà. Et pour revenir juste sur Mbappé vite fait, moi, je lui dis tout de suite, dans les 10 premières minutes, quand je vois Mbappé commencer à s'excentrer tout le temps à gauche, moi, j'aime pas. C'est-à-dire que pour moi, quand on joue en 4-4-2 comme ça, c'est pas à lui de venir tout le temps là. Et quand il commence à faire ça, j'ai l'impression qu'il cherche du 1 contre 1. Voilà. Et moi, je suis pas du tout fan quand il commence les matchs comme ça, j'ai toujours l'impression que le Ouais, mais match. quand il s'excentrait à gauche, Neymar, il revenait un peu dans l'axe. C'est peut-être Ouais. oui, tu vois, enfin, je pense que voilà, c'était. Et le problème, c'est que à un moment donné, si vous voyez bien, même Neymar, il le dit à Baker à un moment donné. Mais en fait, le problème, c'est que Baker, il peut pas faire d'appel puisqu'il y a déjà Mbappé. Il y a Neymar qui est axe gauche, voilà. Et Baker, il fait quoi? Il va venir entre les trois, donc c'est pas possible. Il va amener de la. Ouais. Donc lui, il peut pas. Et lui, si vous regardez bien, Mbappé, le début de match, c'est beaucoup de 1 contre 1. Je tape derrière la jambe, je refais un dribble. Encore une fois, hein, il a centré derrière et tout. C'était pas que de l'action individuelle. Mais moi, je l'ai vu souvent au parc l'année dernière. Quand il commence comme ça, j'ai l'impression que son match, ça va être bon, je vais tenter des trucs de 1 contre 1, un peu de vitesse et tout. Pas forcément un match où je vais être dans le respect du jeu. Non, mais moi, je pense dans sa palette, il veut avoir plusieurs options. Et c'est vrai que il aime bien prendre le côté gauche. Et parfois, bah, avec Bernat, souvent, tu vois, il dédouble quand ça se passe bien. Et c'est vrai que Ouais, mais Mousse, si c'est avec la complicité du collectif, si c'est ah, travaillé je et suis que d'accord, le Sacha, bien sûr. truc, Ah il n'y a non, pas de je dis souci. pas qu'il a Mais raison. s'il part sur une volonté anarchique de partir sur un côté et commencer juste à se montrer pour le fait de se montrer, parce qu'on connaît Mbappé et son ego, il a peut-être envie de se prouver peut-être des choses à lui-même ou aux autres, alors là, forcément, tu tues la dynamique du collectif, en fait. Mais tu sais, Mais Sacha, je vais te dire, si tu as un capitaine comme, on cite souvent, mais comme Ramos, par exemple, parce que Ramos, lui, au sein du Real, il n'hésite pas à mettre des taquets aux petits hum, jeunes quand ils font pas le boulot. Je pense aussi que parfois, pour Mbappé, pas tout le temps, hein, parce que parfois, quand il décide de jouer collectif et sérieusement, il sait le faire et il l'a déjà fait. Mais c'est vrai que parfois, il a tendance à en faire qu'à sa tête. Et malheureusement,
On n'a pas quelqu'un dans l'effectif qui va lui dire hey, calme-toi. T'as beau toucher tant et t'as coûté tant d'argent et tu touches tant de salaire, mais t'es jeune et t'es au service du collectif. Y a pas, nous, on n'a pas un Ramos pour lui tirer un peu les oreilles et lui dire hey, fais attention, t'es pas tout seul. C'est ce qui manque aussi un peu parfois au PSG. C'est ce qui a toujours manqué au Paris Saint-Germain. Depuis le début de l'histoire de l'arrivée des Qataris au Thiago Paris. Motta, il avait eu Ouais, plus ou moins ce rôle ouais. parce qu'il y a eu parfois des petites disputes à l'entraînement entre joueurs et c'est toujours lui qui venait, qui réglait les histoires. Thiago Silva, il est capitaine, mais il a jamais eu ce comportement-là. Il crie beaucoup, mais tu sais, sur le terrain pour replacer, etc. Par contre, il a jamais endossé ce rôle de grand frère. Et Donc ça d'ailleurs, manque au PSG. je sais pas si pour aller un peu dans la continuité de ce que dit Mousse, je sais pas si vous avez entendu la déclaration de Thomas Tuchel hier qui a dit que Thiago Silva serait le capitaine du Paris Saint-Germain tant qu'il serait sur le terrain. Donc ça veut dire que ce serait plutôt lui qui serait privilégié à votre avis pour jouer Ah les matchs non, de Ligue des Champions. ah non, c'est juste de la com en fait. Parce qu'il ajoute Ouais. tant qu'il sera sur le terrain. Mais on ne sait pas s'il va être sur le Oui. terrain. Sauf que là, on verra, à mon avis, le troisième match amical, ils disent que peut-être il pourrait tester la dernière charnière, en gros faire une Thiago Silva Kimpembe comme ça il aura testé Marquinhos Kimpembe, Moi, si tu veux mon Mhm. ressenti, Marquinhos Thiago Silva, Kimpembe Thiago Silva. Mais il moi, a dit que les trois défenseurs étaient au même niveau pour lui. Voilà, moi, il si est tu veux mon Ouais, mais tu ressenti, sais très bien, Hugo, il tu sais très sera. bien en Ligue des Champions que si tu as Thiago Silva, tu vas être en difficulté face à une équipe comme l'Atalanta. Pour moi, si Tuchel il décide de prendre ce choix-là, c'est nier l'histoire de Thiago Silva en Ligue des Champions et c'est nier les possibilités aussi qui peut justement avoir, notamment au niveau tactique, avec des joueurs comme Kimpembe, Marquinhos, qui vont justement pouvoir freiner un peu plus les offensives de l'Atalanta et des joueurs comme Ilicic, etc., dont les caractéristiques sont plus facilement stoppables, entre guillemets, notamment avec la vitesse d'un Kimpembe ou la précision en face à face d'un Marquinhos, dans l'interception notamment. Donc, voilà, pour moi, ce serait plus intelligent de la jouer comme ça, mais bon, après, chacun son avis. Juste pour finir sur le Capitana, pour moi, Thiago Silva sera titulaire dans les deux finales de coupe pour, pour pouvoir brandir en tant que capitaine les coupes. Ce sera peut-être un cadeau que lui fera pour service rendu le Paris Saint-Germain et c'est très très bien comme ça. Mais moi, comme Sacha, je pense quand même qu'il faut aligner la paire Kimpembe-Marquinhos. Pourquoi? Parce que c'est d'abord la charnière d'avenir. Donc si tu commences pas à un quart de finale de Ligue des Champions avec la charnière que tu utiliseras la saison prochaine, à quoi bon? Enfin, pour moi, ça sert à rien d'utiliser Silva en Ligue des Champions quand tu sais qu'il partira après. Si à la rigueur il avait prolongé, tu peux te dire bon bah ouais, pourquoi pas, s'il est encore en forme physiquement l'année prochaine, il pourra jouer. Mais quand Léo a dit que ça serait terminé après les 2 mois, bah, il faut mettre dans le bain les Kimpembe et Marquinhos. Donc pour moi, ça serait une erreur de mettre Silva contre l'Atalanta Bergame, comme Sacha. Bon, sinon, vous avez vu le retour des ultras parisiens hier qui étaient présents au stade. Alors, il y a eu quelques critiques apparemment, ça a crispé. J'ai vu dans l'équipe du jour des membres du gouvernement sur le fait qu'il y avait le port du masque était obligatoire et que la distanciation sociale n'était pas respectée, on va dire, et que ça n'allait pas aider à faire revenir les supporters, en tout cas augmenter le nombre de spectateurs dans les stades. Donc, à voir, mais C'est ça fait marrant parce qu'il donne des leçons et on n'arrête pas de voir des images des membres du gouvernement dans des cérémonies, etc. Quand il n'y en a pas une qui oublie son masque ou des gens qui se discutent sans masque. Et puis, mais par contre, pour le foot, ils viennent toujours nous Et donner leurs leçons. Donc pour les voilà, balayer devant vos portes déjà. Pour les municipales, ça dérangeait pas, tu vois, après Exactement. le Ouais. maire qui est élu, que tout le monde se prenne dans les bras, etc. Ça gêne pas trop. Mais en tout cas, ça fait plaisir d'avoir pas un son artificiel, d'avoir vraiment le son Ouais. des supporters. Des supporters. Ils ne On va seront passer. pas là pour les deux finales de coupe, hein, par contre. Oui, alors oui, c'est le collectif Temps Paris s'est exprimé en expliquant que comme ils n'avaient pas assez de place à louer pour C'est eux, ça. ils s'y rendraient pas. Bon, je trouve ça un peu dommage quand même parce que du coup, tu n'auras pas les supporters. Enfin, c'est quand Mhm. même dommage de te passer tes ultras, quoi. Mais bon, Ou tout après. le monde, ou c'est tout le monde, ou c'est personne. Je pense Moi, que je trouve que c'est c'est aussi plutôt cool parce que, tu vois, avant. ils se sont sacrifiés, ils ont libéré des places. Donc, moi, je Oui, trouve oui, ça non, plutôt mais c'est gentil. ça. Au profit d'autres, mais c'est vrai que c'est eux qui donnent de la voix quoi, Ouais, ouais, mais comme les supporters stéphanois pour la finale de Coupe de France ont décidé la même chose, donc voilà, après on verra. Parce que là, ce sera au Stade de France, hein, en termes Ouais, d'ambiance, ça risque d'être un peu froid. ouais, surtout dans un stade de 80 000 places où tu as 5 000 personnes dans le stade. On va passer à notre deuxième partie, les amis du podcast, sur les déclarations, je vous le disais en préambule, les déclarations de Meunier sur sa fin d'aventure au Paris Saint-Germain et sur le directeur sportif du PSG, Leonardo. Tom Meunier, hein, donc, qui a rejoint, vous le savez, le Borussia Dortmund, qui n'a pas terminé
la saison avec le Paris Saint-Germain les 2 mois restants. Et donc Thomas Meunier, je pense qu'on en avait déjà parlé entre nous, entre membres de Paris United, on était sûr qu'il allait découpiller sur le Paris Saint-Germain dès sa fin d'aventure. Sacha, tu vas pour nous en parler. Oui. Donc je vous donne déjà la déclaration de Thomas Meunier et ensuite je vous fais réagir dessus. Sacha, je te lancerai dessus. Donc il a donné une interview à l'agence de presse allemande dpa et donc il explique par rapport à sa fin d'aventure avec le Paris Saint-Germain. Leonardo n'a jamais cherché à trouver un accord avec Dortmund, encore moins avec moi. Il a eu des contacts avec Dortmund mais n'était pas intéressé par un possible prêt jusqu'à la fin du mois d'août. Il a dit dans la presse française que j'avais refusé de prolonger mon contrat avec le PSG jusqu'en août, mais ce n'est pas vrai, je veux mettre ça au clair, a détaillé donc Meunier, qui a conclu en disant que le PSG lui a même demandé par courrier de rester à l'écart des installations du club pendant la période de confinement et les semaines qui ont suivi. Sacha, qu'est-ce que tu penses? Après, je vous donnerai la réponse de Leonardo, mais toi déjà par rapport aux déclarations de Thomas Meunier. Mais moi, je pense que Thomas, ce que dit Thomas, c'est aussi des choses que j'ai entendues. Donc, soyons clairs sur le fait que je suis sur la même ligne que lui. Voilà, on va dire les choses. Après, le Paris Saint-Germain a beaucoup joué aussi avec Thomas, dans le sens où Thomas, il a vraiment attendu jusqu'au dernier moment, quoi. Il voulait vraiment rester au Paris Saint-Germain. C'était pas une blague. Il a été vraiment bien là-bas. Et c'est juste au moment où il a compris qu'en fait, Leonardo n'était pas du tout intéressé et c'est pas du tout le type de joueur qu'il voulait pour l'année prochaine, qu'il a compris qu'en fait, c'était mieux qu'il soit. Et puis après, il a commencé à écouter un peu partout. Thomas a eu jusqu'à 13 offres, donc 13 contacts, 13 clubs qui sont venus pour l'approcher, donc c'est énorme. Donc il a eu le temps de choisir. Parce qu'il est gratuit, hein, Sacha, il faut bien le préciser. Hein. Oui, bien sûr, parce qu'il est gratuit, ça c'est une évidence. Mais il a eu le temps de prendre le choix et il pouvait très très rapidement officialiser, mais il a retardé longtemps. Le Borussia Dortmund, ça faisait quelques mois déjà que c'était bloqué. Les dirigeants du Borussia l'ont confirmé en interne que, je crois, un mois avant l'officialisation. Donc, ils ont vraiment eu toute l'occasion qu'il souhaitait pour pouvoir prolonger Thomas. S'il voulait, il l'aurait fait. Thomas, il était carrément dans l'attente à un moment donné, quoi. S'ils l'ont pas fait, ils n'ont rien à lui reprocher, quoi, à un moment donné. En plus, l'attitude du fait de dire qu'on ne te croise pas pendant le confinement, d'abord, c'est pas cool parce que je vois pas où est le problème. Enfin, Thomas, mis à part avoir effectivement donné son avis et dire ce qu'il pensait sur certaines choses et effectivement, bon, avoir le courage et le cran de dire des choses que beaucoup de joueurs parisiens parfois pensent et ne disent pas en on. Je vois pas en fait ce qu'il a fait de mal. En réalité, il a toujours été intègre et sincère. Voilà. Et puis les gens qui connaissent un peu Thomas savent que Thomas, c'est tous enfin un hypocrite, quoi. Donc non, voilà, je suis plutôt d'accord avec lui et je trouve qu'effectivement son départ du Paris Saint-Germain ou carrément, parce que moi je lisais des commentaires de supporters du PSG, la façon dont il est parti par vraiment la petite porte, on peut le dire, bah, ça aurait vraiment pu se régler autrement, quoi. Yacine, je te voyais réagir sur les propos de Sacha. Non, en fait, c'est plus par rapport. En fait, là, on est dans un combat un peu entre guillemets, de sémantique, parce que j'ai pas refusé de prolonger. Ça peut vouloir dire aussi, j'ai refusé de prolonger aux conditions du PSG. Mais finalement, il n'a pas refusé de prolonger. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux toujours jouer sur les mots. Les conditions, qu'est-ce qu'elles étaient réellement? Est-ce que réellement c'était, soi-disant, lui, il voulait prolonger aux conditions salariales de Dortmund aujourd'hui? Est-ce que réellement le PSG lui a dit non, on prolonge à tes conditions d'avant? Enfin bref. Non, mais c'est ça, Yacine. En fait, mais pour tout le monde, c'était ça. On vous prolonge aux mêmes conditions salariales, Voilà. les conditions salariales de votre contrat. Et donc, après, c'est un peu logique que ceux qui veulent prolonger et qui quittent le club veulent négocier autre chose. Pour moi, c'est pas scandaleux. Tu vois. Non, mais en fait, voilà. Et en fait, finalement, moi, je trouve qu'il y a deux choses en fait dans ce truc-là. C'est que on voit bien que malgré tout, même les joueurs dont on a l'impression qu'ils font un peu moins attention à leur image, parce que moi, l'image que j'avais de Thomas Meunier, c'était plutôt un mec nature, quoi. Tu vois, quand il fait des tweets, quand il parle, voilà. On se rend compte que finalement, ils sont quand même attachés à leur image, parce que pourquoi revenir mettre ça là? Finalement, il est à Dortmund. Quelque part, on s'en fout qu'il ait prolongé, pas prolongé, qu'il ait eu envie ou pas envie. Aujourd'hui, il faut passer à autre chose pour tout le monde. Après Yacine, s'il se justifie, honnêtement, c'est parce qu'il a quand même pas mal été traîné dans la boue, médiatiquement et publiquement aussi. Hein. Non, mais bien sûr. C'est qu'à un moment donné, il ressent quand même besoin d'ajouter une contrebalance
à ce qui a été dit publiquement et C'est à ce la que je dis. communication du Paris Saint-Germain par le Bien sûr. biais de ses pros communicants, Non, mais bien et sûr. des intermédiaires. Voilà. C'est ce que je dis en fait. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu peux te dire que lui, il est détaché de tout ça, mais finalement, à un moment donné, ça te touche et donc tu as besoin de répondre. Voilà. Là, on voit aujourd'hui, ce matin, il y a eu encore le directeur sportif, je crois, de Dortmund qui a répondu en disant que le PSG se trompait, que c'est les jeunes qui contactent directement les clubs et pas les clubs qui viennent chercher les jeunes en France. Bref, voilà, on va rentrer un peu dans ce combat. On sait que depuis un petit moment, entre Dortmund et le PSG, c'est un peu tendu. Donc voilà. Moi, franchement, la vérité, c'est que je m'en fous, en fait. C'est-à-dire que, encore une fois, les joueurs, ils passent quand ils se comportent bien pendant leur passage. Voilà. Après, le reste, on est dans la guerre de la communication, on est dans la guerre de l'image, on est dans plein de choses comme ça. Je m'en fous un peu. Moi, je suis supporter du PSG. Pas de Thomas Meunier, pas de Neymar ou pas de Icardi. Il y en a eu d'autres avant, des plus importants qui sont passés. Ouais. Et voilà. C'est Mais tout. il y a- Malheureusement, ça fait partie. Yacine, tu te rends quand même compte d'un truc, c'est que quoi qu'on en dise, Thomas n'aura jamais laissé les supporters du Paris Saint-Germain indifférents, parce que soit on l'adore et effectivement on a tendance à vouloir le protéger, voire même le surprotéger parfois, en lui essayant peut-être de lui accorder certaines circonstances atténuantes qu'il n'y a même pas lieu d'avoir, et d'autres où en fait c'est comme si c'était un Marseillais qui joue à l'OM, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il est haï de chez haï, quoi. Après, Il y a aujourd'hui, le juste milieu sur ce joueur. je pense que malgré tout, sur 99% des joueurs, on est là-dedans. C'est-à-dire que soit on les aime, soit on les déteste, soit on les défend. Même avec des trucs improbables, on va les défendre. Et par contre, à l'inverse, on va fracasser le mec qui fait un truc à peine, un petit écart, mais qui vaut pas grand-chose, mais on va le tuer. Voilà, c'est le monde d'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, tout ça. Ouais, clair. Voilà, malheureusement, je pense que c'est dommage parce que je pense pour lui, parce qu'il y a quand même une Ligue des Champions à aller chercher. Il y a une place parce que malgré tout, Kehrer, Dagba, je pense que Meunier, c'est au-dessus. Après, il est parti. Voilà, on passe à autre chose et puis c'est tout, quoi. Mousse, je te fais réagir. Je vous donne juste la réponse de Leonardo justement au propos de Thomas Meunier. Il a directement visé. Donc le Brésilien a répliqué dans Le Parisien, le journal Le Parisien. Je vous donne la déclaration et Mousse, tu réagiras dessus. Donc je cite Leonardo. Il s'était déjà engagé avec le Borussia et il était parfaitement dans son bon droit. Mais pour prolonger de 2 mois, il a demandé le même salaire qu'au Borussia. J'ai appelé le Borussia pour obtenir un prêt et le club allemand a exigé un prêt payant. Dans ces conditions, c'était impossible. Il n'y avait aucune raison d'agir différemment avec lui. Le club ne lui a jamais manqué de respect. Et donc, le directeur sportif a conclu en disant qu'il avait agi de la même manière avec tous les joueurs concernés, par ce cas de figure particulier d'être en fin de contrat le 30 juin. Donc, je cite, « Nous avons mis en place une politique commune, les prolonger de 2 mois afin de terminer les compétitions aux mêmes conditions que celles en vigueur de leur contrat qui se finissait le 30 juin 2020. Thiago Silva, Eric Choupo-Moting et Sergio Rico l'ont accepté. Ils ont un comportement parfait. On a essayé de le prolonger. Il n'a pas voulu. C'est son droit. » Donc, il en met un petit taquet en même temps en répondant. Mousse, est-ce que tu penses que la réponse de Leonardo vient, on va dire, contrecarrer un peu ce que dit Meunier, justement, et dire que c'est tout simplement c'est faux ce que dit Thomas Meunier, quoi, dans sa vision des choses? Non, mais Leonardo, lui, il est dans son rôle de directeur Oui. sportif, directeur de la communication, président du PSG. Voilà, en fait, il est dans son rôle, quoi. Vous avez remarqué que depuis quelques temps, à chaque fois qu'il y a un élément extérieur qui parle du PSG, que ce soit un ancien joueur, un dirigeant, ce que tu veux, tout de suite, il sort les griffes et il défend le club. Déjà parce que ça n'a pas été fait sous Antero Henrique. C'est-à-dire que les gens parlaient sur le PSG et personne jamais ne répondait parce qu'Enrique, c'est pas quelqu'un qui aimait la presse et qui aimait parler aux journalistes. Je dis pas que Leonardo, il aime ça parce que c'est pareil, hein, Leonardo, il n'est pas trop fan. Par contre, lui, il laisse rien passer. C'est-à-dire que lui, il montre quand même qu'il y a quelqu'un au club et qui va défendre bec et ongle à la moindre critique. Et là, concernant Meunier, en fait, les deux ont raison. C'est une négociation qui n'a pas abouti. Voilà, là où je suis d'accord avec Sacha, c'est que c'est vrai que Meunier voulait vraiment rester au PSG. Ça, c'est vrai. Et je sais qu'il y a beaucoup de supporters qui en doutent, mais il ne faut pas tout mélanger, en fait. Vous avez le droit de ne pas aimer Meunier pour sa com, parce qu'il a liké un tifo sur Marseille. Moi, tout ça, je le comprends. Moi aussi, à l'époque, ça m'a un peu énervé. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut remettre en cause l'intégrité du joueur. Le joueur voulait vraiment rester, c'est vrai. Mais en fait, il avait un double problème, le pauvre Meunier. C'est que non seulement Léo, comme l'a dit Sacha, n'était pas très chaud pour le prolonger, il préférait le laisser partir pour tourner une page et faire une sorte de fin de cycle comme avec Cavani, etc. Et en plus, tu as le deuxième effet qui se coule, tu as ton entraîneur qui ne te fait pas confiance. Et donc, quand tu es joueur et que tu dis, bon, bah, le directeur sportif plus l'entraîneur,
c'est normal que j'aille écouter quelques propositions. Et comme l'a dit Sacha, évidemment qu'il y a eu pas mal de propositions et que Dortmund est arrivé, ça a été très sérieux et que voilà, ça a négocié assez tôt. Pour être honnête, j'en ai parlé avec Jacques Lichtenstein, pas plus tard que la semaine dernière d'ailleurs, qui est le conseiller de Thomas. J'ai un peu aussi compris que Thomas avait un peu de besoin de souffler, d'où le choix du Borussia Dortmund, parce que vivre à Paris, c'est bien, mais c'est éreintant. Thomas a 3 enfants. Je sais notamment l'implication que Thomas voulait mettre dans toute une série de choses qui sont en dehors du football, notamment l'art et d'autres choses. Donc il a jamais de temps, il n'a aucune disponibilité et il était dans une ville où il avait tout le temps énormément de choses à faire en fait. Donc le temps de respirer, il ne l'avait pas. Et le choix de Dortmund, c'est un choix premièrement de proximité, parce qu'il est plus proche de la Belgique. Hein. Dortmund, c'est 1h30 de Liège, hein, donc c'est vraiment à côté. Et en plus de ça, hein, c'est quand même important pour moi à souligner, il y a quand même d'autres Belges qui jouent là-bas. Et ça a joué Oui, vraiment dans son. ça, on l'avait écrit sur un papier. Ouais. Voilà. Puis juste pour terminer, là où par contre, voilà, Thomas Meunier, il aurait dû quand même arrondir un peu les angles. Il a été très, voilà, moi je trouve qu'il a été un peu, voilà, un peu direct, limite pas agressif, mais un peu vindicatif, on va dire. Et je pense que, comme l'a dit Sacha et même Yacine, je crois, vous avez pareil, il aurait pu avoir une fin meilleure. Parce que, alors, moi, je vais juste parler 2 minutes du joueur. Le joueur au PSG, on peut rien lui reprocher. Tu peux lui reprocher des mauvais matchs qu'il a fait, hein, attention, je ne dis pas ça. Par contre, c'est pas un joueur qui a triché. Thomas Meunier, quand il était sur le terrain, il donnait ce qu'il avait à donner. C'est pas un joueur qui se cachait. Par contre, il a fait des boulettes, on est tous d'accord. Parfois, il a fait des matchs catastrophiques. Et je vais faire un parallèle avec le match d'hier. Il y a une situation dans la deuxième heure où Dagba il est en position de centrer pour Sarabia. Et ben tu vois, on dit toujours que Dagba, et tu vois, à juste titre, il faut qu'il progresse, il a encore pas mal de lacunes. Bon, bah, cette situation, je pense que Meunier, tu vois, il y avait but, parce qu'on ne peut pas tout mettre sur le dos de Thomas Meunier. C'est quand même un bon joueur de foot, c'est un ancien attaquant. Et moi, je trouvais qu'en phase offensive, il est beaucoup plus intéressant que Kerrer, effectivement, je rejoins Yacine, et Dagba. Donc, Meunier, il a ses torts. Leonardo a fait le job. Il y a eu une négociation qui n'a pas abouti. Comme l'a dit Yacine, bah, salut et bon vent. Que lui réclame le même salaire de Dortmund, encore une fois, moi je trouve pas ça scandaleux. Parce qu'au 30 juin, tu n'es plus sous contrat avec le PSG, c'est un prêt de Dortmund. Donc qu'il ait demandé ça. Moi je pense que Leonardo, parce que je suis sûr que le salaire qu'a donné Dortmund, il n'est pas non plus. Je pense qu'en 2 mois, tu aurais pu le faire. Et si vraiment tu estimes que Meunier est meilleur à droite, bah, il fallait lui donner. C'est pas très très grave. Ça n'a pas abouti, ça n'a pas abouti. On va faire confiance à Kerrer, et puis ça se trouve, Kerrer va nous sortir un super match. Et encore une fois, bon vent à Thomas Meunier. Pour moi, c'est une négociation qui n'a pas abouti, et puis c'est tout. Enfin, Leonardo n'est pas en tort. Meunier, je dirais un petit peu, parce qu'il aurait pu communiquer lui qui aimait vraiment le club. Hein, ça c'est vrai, il était attaché à ce club, attaché à la ville, etc. Voilà, ça aurait pu se finir d'une meilleure façon, pardon. Tant pis. Pour compléter un peu aussi ce que tu disais, Sacha, par rapport aux envies de Thomas Meunier, c'est aussi un choix sportif parce que Dortmund évolue dans un 3-4-3. Lui, on le sait qu'il est plus à l'aise dans un rôle de piston parce qu'il y a moins besoin de défendre, on va dire, et peut plus se Il joue projeter. comme ça avec l'équipe Voilà. nationale, il me Et semble. puis surtout, il a la place offerte puisque Achraf Hakimi a signé pour l'Inter Milan. Donc ça lui offre un boulevard à droite. Oui, bien sûr. Non, ça, c'est une évidence. S'il y avait Achraf Hakimi, mon discours, il aurait été complètement différent. Mais ici, il faut savoir que l'approche du contexte du club et de la ville aussi, de là où il va vivre, et son contexte familial et tout le reste, pour moi, je pense compte tout autant que le choix sportif de Thomas. Parce qu'il en a parlé beaucoup avec Axel Witsel, qui pour moi a été prépondérant dans le choix de Thomas. Euh, il a une vie beaucoup plus paisible là-bas, tu vois. Donc c'est aussi une manière de pouvoir garder un certain niveau sportif, parce que le Borussia Dortmund sera de toute façon en Ligue des Champions, va de toute façon lutter pour le titre en Bundesliga, et avoir une certaine la paix, en fait. On va dire les choses qualité de vie. là, on va dire les choses comme elles sont, parce qu'à Paris, avoir la paix, quand on est joueur du Paris Saint-Germain, tu oublies, quoi, tu vois. Et c'était ça vraiment, je pense, le point le plus important, en dehors du fait qu'il ait un très beau contrat, que la prime de signature ait été magnifique voilà, que à mon avis, il est bien au-dessus de ce qu'il gagnait avec le PSG. Donc voilà, c'est une nouvelle vie pour lui.
Et sportivement, c'est aussi une garantie de temps de jeu pratiquement à 100%. Et un championnat qui est de plus en plus attractif en plus. Ouais. Sacha, on avait sorti l'information sur Paris United, sur le fait que Thomas Meunier était en contact avec le Borussia Dortmund depuis et même avant le match aller dans le 8e de finale de Ligue des Champions. Est-ce que tu confirmes l'info? Oui, bien sûr. Non, ça fait longtemps qu'il est en contact avec le Borussia. Moi, j'avais fin décembre, début janvier. Donc, moi, on m'a dit que c'était à peu près ça. Hein. Oui, mais c'est ce que j'avais écrit sur le papier. Quoi. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai, absolument. Tu es très bien informé, mon cher Mousse. Mais ça a été officiellement confirmé par les dirigeants de Dortmund et Michael Zorc, le directeur sportif, parce que c'est lui qui s'occupe de ça, un mois vraiment avant la signature officielle et l'annonce officielle. Donc, un mois j'ai avant. J'ai une question pour toi, Sacha. Parce qu'on l'a pas évoqué l'histoire. Tu sais, l'histoire du carton jaune, est-ce qu'il l'a fait volontairement, pas volontairement, etc. Moi, récemment, j'ai discuté avec quelqu'un du club qui m'a confirmé que vraiment, il n'était pas au courant et qu'il n'y a pas eu de communication non plus. C'est-à-dire que normalement, tu sais, quand tu es aligné sur la feuille de match et que tu es susceptible d'être suspendu au prochain match, on vient te dire fais attention, tu as un carton, etc. Enfin, normalement, tout le monde est censé être au courant. Et même si on ne te le dit pas, quand tu es joueur professionnel, tu dois quand même savoir où tu en es au niveau de tes cartons. Donc, quoi qu'il arrive, il est un petit peu quand même fautif. Mais moi, on m'a confirmé, alors juste finir, on m'a confirmé de plusieurs sources que vraiment, ce n'était pas du tout volontaire. Qu'il n'a pas fait ça pour se venger du PSG, etc. etc. Vraiment, il n'était pas au courant qu'il était susceptible de sauter. Moi, je dis, ce n'est pas mon information. Hein. Ouais. Je répète ce qu'on me dit de sources du club, des gens qui gravitent autour du camp des loges, etc. On m'a dit vraiment sincèrement, il n'était pas au courant. Ça en dit vraiment long sur aussi le côté hyper bourrage de crâne dans lequel était Meunier. C'est-à-dire que t'imagines tellement il était préoccupé, il avait tellement de choses en tête dans sa vie au Paris Saint-Germain qu'il en a même oublié qu'il avait pris un carton jaune. Ça veut dire que, mais moi je suis persuadé, au vu et au regard de ce que je sais justement dans ce qui l'entoure, que c'est même pas fait exprès. Il avait tellement de trucs, et moi je dois aller là-bas, et à 9h il a ça, et à midi il a ça, et puis à 13h il a le petit. Tu vois ce que je veux dire? Il a oublié, tu vois, et c'est un truc qui est très... Mais ça reste une erreur de sa part, Sacha, parce que tu ne dois pas oublier malgré tout. Je n'ai pas dit que ce n'était pas une erreur, je dis juste que oui, bien sûr, voilà aussi une des raisons pour lesquelles aujourd'hui il n'est plus au Paris Saint-Germain, et il sera à mon avis beaucoup plus... dans une situation beaucoup plus agréable. Attention, Sacha, il faut lui expliquer qu'il ne faut pas qu'il like un tifo de Schalke. Hein. Je lui ai passé le message, t'inquiète pas. Par contre, là où Thomas a été très malin, parce que ça faisait quand même longtemps qu'il s'était engagé, au moins verbalement, avec Dortmund, c'est que pour en avoir justement eu le cœur net avec notamment des intermédiaires qui en dernière minute l'ont contacté pour notamment le FC Barcelone, il a toujours fait croire jusqu'au dernier moment qu'il n'avait rien signé et qu'il n'y avait rien qui était fait, quoi. Parce qu'il attendait, je pense que Thomas attendait un signe du Barça. Honnêtement, je vais être très honnête avec vous, de sources sûres, et parce qu'il y a des intermédiaires qui ont bossé dessus, qui m'en ont informé, il attendait un signe du Barça. Il attendait que le Barça fasse quelque chose, et quand ils ont compris que le Barça ne bougerait pas, alors... Tottenham, c'était vraiment sérieux, Sacha? Il y a eu des discussions, effectivement. Je sais que Thomas est quelqu'un qui s'est notamment renseigné énormément sur Mourinho. Il a notamment lu le livre de Nicolas Villas sur Mourinho. Donc il est assez fan. Il aime beaucoup la personne. Et effectivement, ils se sont parlé. Maintenant, voilà, je pense que... Il serait retrouvé avec Serge Aurier, avec qui il était déjà en concurrence en 2016 au PSG, ça aurait été... Ouais. Non, en fait, honnêtement, Thomas, il a toujours rêvé de jouer à Manchester United, et dans la mesure où Manchester United ne s'est pas officiellement positionné parce qu'ils ont mis 55 millions sur Wan-Bissaka un an avant, et qu'ils savaient qu'il jouerait numéro 2, c'était pas une perspective viable pour lui. Et à partir du moment où il n'y avait pas United, déjà pour lui, l'Angleterre, c'était différent. Donc il a essayé de trouver une compensation. La compensation qui était la plus intéressante, c'était quand même le Dortmund. Mais voilà, le Barça restait quand même pas loin. Et je sais que Séville aussi aurait pu être très intéressant. Mais il a fait un choix de proximité, encore une fois. Il y avait eu Valence l'hiver dernier. Ouais. Bah, écoute, les clubs espagnols, c'est typiquement dans le profil, hein, donc ça ne m'étonne même pas. Assez étonnamment, d'ailleurs, les clubs italiens, je n'ai pas entendu grand-chose, tu vois. Donc, il y avait une rumeur sur l'Inter à un moment, mais je crois que c'était pas très. Voilà. Et je pense que Thomas, avec son profil et sa manière de jouer au football,
il sera beaucoup mieux au Borussia. Et en vérité, je ne le voyais même pas au-dessus. Je pense qu'en Allemagne, il y avait le plus haut où il pouvait aller, c'était le Borussia, c'est-à-dire à l'heure actuelle le numéro 2 de Bundesliga, on ne va pas se mentir, quoi. Donc voilà, très bon choix de la part de Thomas. Et puis, quand même, je suis assez curieux de voir comment est-ce qu'il va se développer sur le point de vue technique et dans le registre de Lucien Favre. Alors là, c'est un jeu plus direct, hein, donc. Bon, Ouais, c'est ça, exactement. Je te laisse conclure sur le dossier meunier, puis on bouclera le podcast. On arrive déjà à notre heure d'émission. Non, mais de toute façon, moi j'ai dit, il a fait 4 ans, 2 bonnes premières saisons, deux dernières saisons plutôt mitigées. Voilà, après, il a fait son choix, il est parti, le club aussi. Et voilà, il y aura d'autres joueurs après lui. Il est passé par le club. Voilà, c'est tout. Après, Merci. Parole de supporter. Bon, en tout cas, vous avez toutes les informations, ceux qui nous écoutent, ils nous regardent sur le dossier de Meunier grâce à Sacha, le compatriote belge de Sacha Tavolier. Merci Sacha Avec plaisir. pour ces bonnes infos sur Thomas Meunier. On arrive à la fin de notre heure de podcast, les amis. Merci à vous d'avoir été avec nous pour ce podcast. Merci à toi, Sacha, je voulais te remercier. Merci Sacha pour l'invitation. Merci Mousse, merci Yacine. C'était très plaisant de parler un petit peu de Paris, du Paris Saint-Germain avec vous. Et puis au plaisir. Quand tu es sur Paris, appelle-nous. Mais oui, mais exactement. À chaque fois, je te le dis. Tu me connais, je suis dans le fast, je suis dans l'aller-retour. Fast life, Sacha, fast life. Ah, c'est ça, exactement. T'es beaucoup plus en Belgique maintenant quand même, Sacha. Tu viens moins sur Paris. Ah, tu me dis ça, il y a 2 jours, j'étais sur Paris. Ouais, mais moins qu'avant quand même. Moi, je trouve tu es quand même un peu moins. Ouais, j'avoue. Parce que les boîtes sont fermées, c'est pour ça. Voilà, c'est ça, exactement. Je prenais un malin plaisir à surfer entre le 8e et le 16e. Comme ça, c'est comme ça. À votre avis, comment on arrive à avoir les infos sur les joueurs du PSG entraînant dans le 8e et dans le 16e, Ça, c'est une évidence. C'est une évidence. Tu tournes autour de Passy et puis tu trouves. Et puis tu finis au César et puis voilà quoi. Exactement. En tout cas, merci beaucoup Sacha. Merci Yacine et merci Mousse d'avoir été avec nous pendant 1 heure. Et puis on vous dit au prochain podcast. Allez, salut à tous. Salut. Ciao.